toute dictature a toujours fait des mécontents dans le monde. Souvenez-vous que la Belgique, pour la première fois qu'elle ait voté cette histoire qu'aujourd'hui on utilise même dans notre Parlement, les fonds secrets, c'était en 1960, où la Belgique avait voté pour la première fois un budget de 7 millions de dollars à l'époque, avec pour mission acheter tous les mécontents de Lumumba, dans le souci de maîtriser Lumumba. Ça voudrait dire que toute dictature produit conséquemment des mécontents qui finalement risqueraient d'être unis par le sort. Quel sort? Je suis victime de cette dictature. On recherche la salle de survie. Tu es victime de cette dictature, ça devient notre dénominateur commun. Alors, pour éviter qu'il y ait chaque fois des mécontents qui vont aller dans tous sens, il y en a qui vont peut-être aller dans la lutte armée, d'autres ne serait-ce que dans la lutte non armée, mais contre le même régime. Vous ne confirmerez pas tous les soupçons qui pesaient sur lui depuis longtemps. Je crois qu'il sera aussi un peu aberrant de tout rejeter, parce que maintenant, ce n'est pas le fait du hasard. Il n'est pas tombé comme un cheveu dans la soupe à Goma. Goma est entre les mains de l'AFC M23. Ça voudrait dire une si grande personnalité importante que Joseph Kabila, président honoraire, pour atterrir à Goma, il faut qu'au préalable, qu'il ait pris langue avec les maîtres de Goma. Sinon, comment il va arriver là-bas? Ce n'est pas en arrivant là-bas qu'il va commencer maintenant à s'exprimer que je viens d'atterrir, je suis venu pour ça ou pour ceci ou cela. Non, ça c'est tout à fait logique. Et la MONUSCO qui a mis à sa disposition pour sa sécurité l'unité spécialisée, ça s'est fait automatiquement où il y a eu déjà des pourparlers avant que lui n'arrive à Goma. C'est-à-dire il y a eu des pourparlers, il y a eu un protocole. Et que la MONUSCO à Goma n'a pas agi toute seule, elle en aura informé, elle en aurait informé les hautes instances, notamment le secrétaire général des Nations Unies. C'est dans tout cela qu'il faille comprendre que Joseph Kabila, il y a lieu de constater qu'il serait peut-être un arbre qui cacherait la forêt. Bienvenue à Joa Place, bienvenue chez vous. Un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joa Place votre nouveau chez vous. Totikala Setseko Ndenali Puta Na wax de Maman Moseka Letoko Maka légende Na 3.5 4.5 To 5.5 $. Signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Pour un mariage chic, élégant et de haut standing, voici la salle Continental House Funa. Pour toute conférence, anniversaire, mariage et d'autres cérémonies inoubliables, c'est dans notre salle de fête qui répond aux normes internationales. La magnifique salle Continental House Funa dispose d'une capacité de 500 invités et met à votre disposition la sonorisation, la décoration, bref, tout ce qu'il vous faut pour une nouvelle expérience dans la célébration de vos événements historiques. L'hôtel Continental House Funa dispose en outre d'un service et du matériel de qualité et de haut de gamme. Nous sommes sous Limité, première rue, avenue des Charpentiers, numéro 1444, référence hôpital Achichi. Contactez-nous au plus 243 98 21 05 741 et réalisez vos rêves avec Salle Continental House Funa.
Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises d'amour. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. La situation de la République démocratique du Congo intéresse la planète, le continent, et même au-delà du continent, la situation est sur toutes les tables de discussion, dans tous les salons diplomatiques où de grandes décisions se prennent. En même temps, elle inquiète, car à l'interne, nous n'arrivons pas à baliser les chemins qui nous conduisent inéluctablement vers la paix. Dans ce numéro de votre magazine qui est devenu culte chez vous, nous allons essayer de nous interroger sur beaucoup de choses, notamment la sortie ou l'adresse à la nation de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, dont les immunités ont été levées car la justice congolaise a ainsi décidé d'engager des poursuites contre lui pour collusion avec le M23 et crimes de guerre et contre l'humanité. On en saura un peu plus dans un instant avec l'éclairage qui sera apporté par notre invité. Et depuis lors, des réactions fils de Patou de la société civile, en passant par le pouvoir, les hommes du régime, qui sortent de leurs gants pour répliquer au discours de Joseph Kabila, même si jusqu'ici, personne n'a su encore répondre ou aller au fond, répondre à Kabila quant au fond de tout ce qu'il a eu à dire. Voilà. En son temps, il a eu à partager avec nous une sagesse. On m'a mis Maki à Swanakate. Parce que il a tout à perdre. Mais celui qui vient pour combattre Maki, il n'a rien à perdre. Dans la situation que la nôtre, est-ce que ceux qui sont au pouvoir comprennent cette notion des choses? Pour nous qui sommes attachés à cette patrie, nous avons beaucoup ou tout à perdre. Mais pour certains parmi vous, il y a ceux qui n'ont plus rien à perdre. On va le vérifier avec précision. On parlera aussi de la situation ou du présumé détournement de fonds dont le ministre d'État de la Justice et garde de Sceaux est au cœur. Il est sorti de sa réserve en défiant le procureur près la Cour de cassation, Firmin Vondé. Constant Moutamba dit ne pas vouloir répondre à une quelconque invitation. Jusqu'où ira cette guerre entre le ministre de la Justice et la Cour de cassation? On en saura un peu plus. Merci d'être venu. Nous avons un bon espoir que vous aurez à passer un bon temps de télé à notre compagnie. Allez, pour en parler, on a la chance de mettre la main sur Henri Chimbalanga, analyste indépendant et dont l'opinion est très prisée. Comment allez-vous? Je suis très bien portant, personnellement, en tant que... Donc la santé, ça va. D'une part, nous sommes complètement rongés par cette incertitude du point de vue
l'existentialité de notre nation, parce que nous semblons par moments être sur la voie de l'inconnu. L'horizon est obscurci. Oui, au regard de tout ce qui se passe. Et il faut trouver la solution. On est en voie, en route. La solution, c'est aussi par la prise des consciences non seulement de la classe politique, là c'est de façon générale, ou de tous les citoyens congolais, mais particulièrement des acteurs majeurs. Les acteurs majeurs, je pense qu'en ce moment précis, il n'y en a que deux. Il n'y en a que deux. Joseph Kabila, l'ancien président, et Félix Tshisekedi, qui est le président en fonction. Mais au regard de toute la tension, le débat qui se cristallise sur eux, ne pouvons-nous pas affirmer que les stades de réconciliation sont totalement dépassés et qu'on a menuisé toutes les chances de rabibocher les esprits? Il est vrai que on serait peut-être sur une phase où chacun campe sur ses positions, parce que je crois qu'avec le discours de Joseph Kabila, il y a maintenant beaucoup plus de lumière sur ce qui était comme rumeur, principalement autour d'un conflit latent entre les deux personnalités. Joseph Kabila, finalement, il en a parlé à demi-mot. On entendait toujours parler d'un deal entre les deux, ce qui a été à l'origine de la célèbre passation civilisée du pouvoir. Et finalement, Joseph Kabila en parle, en fustigeant son partenaire jadis de l'alternance, que lui qui est censé en connaître les vérités, mais plutôt il en débite des contre-vérités. Ça devient une hypothèse très sérieuse que l'on devrait considérer pour en faire aussi une deuxième. Ça voudrait dire, si cette hypothèse-là, prenons-la, je la prends comme ça, pour essayer de réfléchir, qu'il y ait eu deal entre Joseph Kabila, le président sortant. Deal de quelle nature? Mais si, je suis en train de... J'en viens. Et Félix Antoine Tshisekedi. Nous sommes à l'issue de l'élection présidentielle en 2018. Ça voudrait dire que, voilà, il y aurait eu un vrai gagnant à l'élection, mais lequel n'a peut-être pas été dans l'optique ou dans la vision de Joseph Kabila, pour qu'il puisse prendre le chemin d'un arrangement avec celui qui n'aurait pas gagné l'élection. Je parle d'abord je me mets dans cette hypothèse-là. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire que Joseph Kabila, il est responsable de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que là, il en assume il endosse la responsabilité. Il n'aurait pas respecté la décision du souverain primaire, qui aurait jeté son dévolu sur quelqu'un d'autre, pour des raisons qui lui étaient propres. À mon avis, je pense que, comme il s'agissait de Fayoulou, et que celui-là avait derrière lui deux personnalités qui n'étaient pas en odeur de sainteté avec Joseph Kabila, je cite Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, qui ont fait de Fayoulou de sitôt un grand leader, parce que Fayoulou, son parti n'avait qu'un seul député, lui-même, décidé. Donc, ce n'était pas un parti qui pouvait l'emporter. Kabila a parlé de la vérité qui sera rétablie au bon moment, puisque le temps est le meilleur allié de l'histoire et même de la vérité. Mais pour l'heure, personne n'a abondé dans ce sens-là. Ni le FCC, mais encore Kabila, qui a parlé certainement d'un deal, mais les deals ne supposaient pas ou ne stipulaient pas que faire passer un candidat gagnant au détriment de celui qui n'a pas eu la majorité de voix de Congolais. Vous le dites bien, mais pourquoi alors un deal?
C'est pourquoi j'ai évoqué 2 hypothèses. La première, c'est celle-là, qui voudrait signifier qu'il y avait une très mauvaise politique en interne au niveau du PPRD et il s'était rentré dedans jusqu'à s'empêcher. Il est normal que tout parti politique a aussi, parmi ses 2 missions, conquérir et conserver le plus longtemps possible le pouvoir. Mais si vous ne vous mettez pas d'accord autour d'une politique interne, vous allez perdre, vous allez rater la conservation du pouvoir, qui ne se fait pas par une personne, mais plutôt par votre parti politique. La deuxième hypothèse. Maintenant, la deuxième hypothèse, serait laquelle? prenons que la deuxième hypothèse, c'est celle-ci. Félix Tshisekedi a bel et bien gagné l'élection. Mais pourquoi le deal? Donc, ce deal-là signifierait que voilà, vous avez gagné, vous êtes maintenant élu président proclamé par la CENI. On décide de co-gérer la République. Mais j'en viens. Je voudrais que, au lieu que je résiste, vous prenez votre pouvoir, mais vous me donnez des garanties que je n'en serai pas poursuivi, je serai garanti à ceci, la sécurité, moi, mes hommes, ma famille, comme ça, on y va ensemble. Est-ce que ça se serait posé, comme vous essayez de l'épingler, dans la mesure où la loi sur la statut des anciens chefs de l'État était déjà largement en faveur de celui qui devrait être le prédécesseur ou le de Félix Tshisekedi? Oui, vous savez, nous sommes dans un monde typiquement africain où les lois sont souvent piétinées par les acteurs politiques. Et pour le cas de la RDC, c'était le cas de le dire. Joseph Kabila en avait déjà l'expérience parce que à son époque, il y a eu aussi beaucoup de choses qui n'allaient pas dans le sens du respect strict de la Constitution. Vous voyez? Donc, il en avait déjà l'expérience. Il savait que malgré qu'il y ait cette loi-là, mais on doit prendre langue. Sinon, alors, pourquoi tout le temps revenir, même à demi-mot, d'un certain arrangement? Revenir sur l'arrangement qui aurait eu entre lui et Tshisekedi. En d'autres termes, il menacerait le pouvoir de Tshisekedi ou essaie de l'intimider en lui disant, bien, vous voulez que le Congolais savent ce qui s'était passé entre toi et moi? Ou il est dans une autre rhétorique ou démarche? Non, je pense que c'est celle-ci. Parce que, bon, sinon, de quelle autre vérité il va nous amener? Parce que nous avons deux versions qui s'affrontent depuis lors. C'est moi qui ai gagné l'élection. Non, toi, tu n'as pas gagné. Nous t'avons donné le pouvoir. Donc, le camp de Joseph Kabila ne jure que par cette version-là. Le camp de Félix Tshisekedi, c'est celle-là qui s'oppose. Maintenant, en l'entendre parler dans son discours, je pense qu'il n'y a pas une autre vérité à chercher parce qu'ils étaient, je peux dire, aux antipodes l'un de l'autre. À l'époque, de la grande époque de l'UDPS, Kabila, c'était l'incarnation du mal, du diable au Congo. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi ne disait pas sur la personne de Kabila pendant que Kabila était président de la République? Quelle chanson n'avions-nous pas entendu être entonnée dans le camp de l'opposition sur la personne de Joseph Kabila? Et tout cela a changé. Augustin Kabouya avait surpris tout le monde en plein siège de l'UDPS, en disant que Kabila Azali sérieux. Atali, Amoni qui est parti, Nino et Bundio n'a pas revenu sur sa ce pouvoir. Je l'ai dit pour le flatter, le caresser dans le sens du poil. Si Kabila pense qu'on l'aimait, on ne l'aimait pas. Mais écoutez, quelque chose que vous avez gagné au prix des sacrifices suprêmes, le combat était très long, avant même Kabouya. Alors pourquoi il en viendra à flatter Joseph Kabila si jamais lui n'était pas sûr que l'UDPS ou Félix Tshisekedi avait gagné l'élection? Vous allez flatter quelqu'un pour votre droit? Ils se sont rapprochés juste pour avoir le pouvoir. Mais au fond, ils connaissaient que Kabila était un sujet rwandais, propos. Non, écoutez, moi, à l'UDPS, il y a ce système de jeu-là. Parce que la notion de la nationalité, c'est une notion purement juridique.
c'est la notion de filiation qui est génétique, qui est scientifique. Mais la nationalité, elle est purement juridique. Kabouya là-bas, l'un de leurs généraux, soi-disant fantômes, qui passe dans les réseaux sociaux, il a même brandi une photo. Voici le grand frère de Kabouya. Kabouya est un Rwandais. Alors, comment on peut croire à ce genre de discours qui ne sortirait que de cette même famille politique-là? Il faut être sérieux. Ça ne passe plus, ce n'est plus intéressant, cette histoire-là. Je répète bien et je précise, les vidéos sont là. Gabi Toumba, qui se fait passer pour le Mokonzabanzo, il y a Fachi Béton Bic Rouge. Il a insisté par 1001 vidéos que Kabouya, c'est sa mère qui est du Kasaï. Lui, c'est un Rwandais. Voici même la photo de son grand frère. Mais c'est dans l'UDPS. Comment on peut croire tout cela? C'est pourquoi j'évoque la notion de la nationalité. Elle est juridique dans notre constitution. Elle n'est pas du tout scientifique. Quand on va à la science, là, c'est maintenant le problème génétique. Donc, c'est un faux débat. Ça, ce ne sont pas des... Vous savez, quand on Parce qu'à ce jour, même le chef de l'État ne peut pas se targuer d'être congolais. Personne n'est congolais. Parce que rien ne justifie que l'on est congolais. Même vous, y compris. Gédéon, vous savez, moi, je ne verse jamais dans ce débat-là parce que le pays est malade. Nous sommes devant une équation ou une direction vers l'inconnu. La RDC, regardez ce qui se passe autour de nous. D'abord, vous savez, le discours de Joseph Kabila, il faut essayer d'en relever les paramètres qui entoureraient cet événement-là. Allez-y. Ça se passe dans un pays étranger et non la RDC. Ça voudrait dire, parce que ce discours-là est martial. Je vais m'expliquer là-dessus. C'est un discours de guerre. Oui, je vais m'expliquer. Alors, aucun pays, si vous n'avez pas reçu l'aval de ces autorités-là, et de surcroît, quelqu'un qui a dirigé un pays pendant 18 ans, que l'on connaît militaire, faire un tel discours à l'endroit d'un autre pays sans autorisation préalable du pays hôte, je dis non. Parce que quand Joseph Kabila vous rappelle que je suis militaire, mon serment en tant que militaire, j'ai servi le pays, étant au pouvoir et en dehors du pouvoir, il se dit, il est toujours sous ce serment-là. Quel est le serment de tout militaire ici? Nous sommes au Congo. Na koa pona ekolo. Na pesi makila nanga pona ekolo. Ça voudrait dire, dans cette optique-là, un militaire n'a pas peur d'être tué s'il estime, s'il lui-même est convaincu que je me bats pour mon pays. C'est-à-dire la confrontation dépasse le simple cadre d'un conflit politique. Mais tout à fait, il faut seulement prendre ces mots-là. Regardez par exemple les prêtres catholiques. Ils ont été formés, même quand ils sont en colère, ils ne renfrognent pas le visage. Mais vous allez comprendre que ce monsieur est en colère, c'est par la teneur des mots qu'il débite. Regardez Mosengo en colère, mais le visage est normal. Mais quand il s'adressait à Joseph Kabila, c'est ce qu'il débitait qui nous faisait comprendre que le monsieur est en colère. Et c'est ce genre d'homme ou d'attitude qu'a Joseph Kabila. On n'a pas besoin de voir son visage être renfrogné, mais plutôt la teneur de ce que lui-même a débité. Mais certaines sources soutiendraient que l'interview a été enregistrée à partir de Goma et que l'annonce de son arrivée à Goma quelques heures après n'était qu'un plan bien ficelé. Il y était depuis quelques jours. Tout est faisable, c'est en politique, mais néanmoins, s'il était déjà à Goma tout ce temps-là, comment aucune photo n'a fuité? Comment rien alors de preuve n'a fuité? Et même après l'officialisation de l'info, rien n'a encore fuité. Mais ici, il y a maintenant... Ça pourrait relever de la stratégie qu'il met en place. Je ne pense pas que ça soit une stratégie parce que maintenant, il y a des informations. J'ai suivi sur un journal, c'était en Swahili, Willy Ngoma qui était en train de répondre aux questions
de ce journaliste-là, c'était en Swahili, où il affirme que Joseph Kabila est arrivé et que il est le bienvenu ici. Même Corneille Nangaa a confirmé les faux. Voilà, donc ça, je pense que nous ne sommes plus dans la supputation, on ne suppose plus, il est bel et bien à Goma. Alors, on reste sur le discours. Il remonte dans le passé, la genèse même du conflit, l'accord, le fameux accord entre Kabila et Tshisekedi, et puis le coup de force institutionnel. Kabila qui perd la majorité au Parlement, l'installation de nouveaux juges constitutionnels, tous connaissons dans quelles conditions ceci est arrivé. Et aujourd'hui, son adresse à la nation intervient 24 heures après la levée de ses immunités. Alors, sur quoi s'appuie-t-il exactement pour faire sortir son artillerie? Est-ce le tout mis ensemble provoque une poussée de fièvre pour enfin voir Kabila aujourd'hui réagir et mettre à la disposition des Congolais ces 12 propositions sur lesquelles nous allons revenir d'ici là. Allez-y. Je pense que Joseph Kabila, en traçant le tableau sombre de par son propos, de ce qu'a été la gestion de Félix Tshisekedi, il voudrait seulement dire en quelque sorte que voilà la personne qui vous disait que Kabila gère mal le pays, il faut qu'il s'en aille, et nous viendrons alors faire mieux. Il n'a pas fait mieux que moi. Voici ce que j'ai constaté. J'ai laissé le pays entier, et maintenant voilà, lui, il n'a pas su préserver l'intégrité du territoire. C'est factuel. Ça, c'est factuel. Je crois que c'est un ou deux éléments qui sont prouvés. Mais le reste de ce qu'il a décrit, c'est pratiquement bonnet blanc, blanc bonnet. Parce que tout ce qu'il a présenté, tout ce qu'il a énuméré comme étant les faits de mes gestions, nous avions connu ça sous Joseph Kabila. Mais maintenant, le comble en est que lui, quand il arrive au pouvoir, devant lui, il y avait donc il y avait une histoire de Mobutu. Mais curieusement, Joseph Kabila n'a pas passé son temps à pleurnicher au nom de la mégestion de Mobutu. Il faut aussi noter qu'il trouve un pays occupé à 67% par différentes rébellions. Un pays sans constitution, sans budget, sans armée. Là, ce sont les points qui font un peu la démarcation de l'arrivée de Kabila au pouvoir et Félix Tshisekedi. Félix, lui, arrive, il trouve un pays dans sa configuration territoriale, il trouve un pays doté d'une constitution, avec des institutions établies, avec un budget à hauteur de 4 milliards et des réserves à plus d'1 milliard de dollars. Ce qui est tout à fait différent, donc ce sont des paramètres qui différencient l'arrivée de Joseph Kabila au pouvoir et celle de Félix Tshisekedi au pouvoir. Kabila trouve la RDC sous le poids d'une dette extérieure à hauteur de presque 14 milliards de dollars. Il s'en va et il laisse le taux au rabais autour de 3 milliards. Mais aujourd'hui, nous sommes déjà à plus de 10 milliards de dettes. Nous avons repris le chemin. Donc ça, je ne prends parti de personne. Mais je suis en train un peu de prendre les éléments. Indépendant. Voilà. L'arrivée de Kabila et l'arrivée de Félix Tshisekedi. C'est-à-dire, dans la balance, il faudra tenir compte aussi de la période des prises de pouvoir pour chaque chef d'État. Bon, naturellement, vous savez, moi, j'ai toujours évoqué le fait qu'on doit s'obliger à parcourir notre propre histoire, sinon la maîtriser. Au contraire, on va évoluer comment? C'est sans repère. Comment expliquer qu'il y a des acteurs africains qui ont... J'ai suivi Thabo Mbeki. Il y a des commentaires, des Congolais qui disent, lui, il est qui? Parce que ce qu'il est en train de dire, c'est un peu, il est en train de
griffonner sur la gestion de Félix Tshisekedi. Mais vous savez, Thabo Mbeki, regardez lui, il n'a pas une dent. Cette dent-là lui avait été cassée pendant qu'il était étudiant en Angleterre. Lors de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, ils ont organisé une manifestation. C'est dans cette manifestation-là qu'il avait reçu le coup et il en avait perdu la dent. Donc, il a une trace du Congo qu'il portera jusque dans sa tombe. Il y a des Africains qui ont porté le douleur du Congo et qui continuent d'ailleurs à en porter. C'est comme ça que vous allez voir. Lumumba avait projeté beaucoup de choses pour ce pays. Malheureusement, Mobutu, quand il arrive, il connaissait parfaitement la vision et la projection de Lumumba. Il a redéfini les relations. Il en a fait autre chose. Il a matérialisé beaucoup de projets de Lumumba, entre autres la création de la Banque centrale, la création de l'armée nationale, la création de la RTNC, beaucoup de choses. L'unité nationale, c'était Patrice Emery Lumumba. Mobutu, comme étant aux côtés de Lumumba, mais malheureusement, lui, au lieu de faire de l'unité nationale une valeur, lui, il l'a fait autour de sa personne pour en être le président à vie. C'est là où il a dévié de la pensée de Lumumba. Alors, notre situation à l'interne est tributaire de la politique extérieure. Cette politique extérieure caractérisée par des jérémiades et de mendicité, selon Joseph Kabila. Comment arriver à inverser la tendance, à avoir une politique extérieure qui promet et qui va nous permettre de fixer aussi une diplomatie agissante, puisqu'on ne peut pas avoir une diplomatie claire sans une politique extérieure bien définie. Tout à fait vrai, mais vous savez, quand on nomme par exemple, nos diplomates, est-ce qu'on les soumet à un séminaire de formation? Parce qu'il ne suffit pas de quitter l'université. Et quand on vous nomme ambassadeur, vous devez quand même en être chapitré pour savoir quelles sont vos missions. Mais on a l'impression comme si, une fois nommé ambassadeur, vous passez quelque part, vous avez vos frais d'installation pour acheter les casaques et les belles chaussures. Et demain, vous prenez l'avion, vous êtes parti. C'est pourquoi nous n'arrivons pas à maîtriser l'atmosphère en dehors de nos frontières. Et quel est le regard actuellement sur la situation du Congo, les pays africains? Non, les pays africains ne sont pas avec le Congo. Il y a cette sorte d'hypocrisie. Je l'ai dit ici. Pas avec le Congo ou avec le pouvoir? Mais le Congo, officiellement, est représenté par Félix Tshisekedi. Ça voudrait dire, si ils n'appuient pas Félix Tshisekedi, en ce moment, le Congo est perdant parce qu'on ne sait pas. Ils vont nous amener dans quelle direction? Regardez, la RDC adhère dans l'EAC. Et quand on va là-bas, on ne trouve pas gain de cause. Ils nous ont dit partout d'avoir lâché Kagame. Mais les mêmes États-Unis ici, ils viennent de signer des accords directs, non seulement la tripartite Rwanda, États-Unis, RDC, mais direct entre États-Unis et Rwanda. Premièrement, cette histoire que l'Angleterre avait abandonnée, pourtant les maisons étaient déjà construites, les États-Unis ont récupéré cet accord-là pour que Kagame puisse recevoir, héberger les désormais exilés, ou disons expulsés des États-Unis. Il y a un autre accord qui date d'il y a peut-être 3 semaines, que désormais les 3 minéraux tungstène éteints et l'autre, le nom m'échappe, seront légalement exportés du Congo, de la RDC, pour le Rwanda, pour le raffinage. Mais ils l'ont abandonné à quel moment? Ça se passe à coût des millions, des centaines de millions de dollars. Mais ici, chez nous, depuis que nous avons commencé cette histoire-là de deal, il n'y a que des reports en report, trop de conditionnalités. Finalement, nous ne savons pas si réellement on va y arriver ou pas. Je voudrais revenir encore sur cette histoire-là. Oui, vous avez soulevé la problématique. Vous avez parlé du discours de Kabila, un discours martial. Est-ce que, enfin, le gouvernement congolais n'a pas trouvé toutes les raisons
du monde pour lever les immunités des Kabila. Par exemple, quand il parle de ses propositions, mettre fin à la dictature, mis à la tyrannie, et puis mettre fin à la guerre. Mettre fin à la dictature, selon ma petite compréhension, c'est conjuguer Tshisekedi au passé. Son discours semble pas être différent de sa première tribune faite en Afrique du Sud et son interview qui avait suivi juste après. Qu'en pensez-vous? Je l'ai dit aussi d'une autre façon ici. Je crois que Joseph Kabila, dans son déroulement, et Tshisekedi qui est là, apparemment, ils ont des motifs que les deux là maîtrisent. Pourquoi ils sont en guerre? Pourquoi ils se tirent à boulet rouge? Regardez. Tshisekedi qualifiait Joseph Kabila de dictateur. Aujourd'hui, c'est Kabila qui qualifie Tshisekedi de dictateur. Et maintenant... Au même degré? Point n'est besoin de chercher à évaluer les degrés. Parce que les dégâts sont toujours les mêmes. Quand on est dans une dictature, il n'y a pas de degré à rechercher. Mais ce qui est important, ce sont la pérennisation des mêmes antivaleurs. Moi, je suis désolé. Il y a des gens qui ont droit de critiquer, que ce soit Tshisekedi ou Kabila. D'abord, je parle de Kabila. Alors, Kabila mais qui n'ont pas raison. Il n'y a pas besoin que Kabila nous revienne pour en donneur des leçons. C'est pas du tout faux, du fait que tout ce qu'il a, il a décrié, il a dénombré. Mais on a vécu tout ça sous son époque. On a connu des intouchables dans ce pays. Vous n'allez pas me dire que sous Kabila, qui pouvait interpeller Néhémie Mouilania? Qui pouvait s'approcher de Aubin Minakou? C'est la tentation. Qui pouvait? C'est la tentation pour... non, je suis en train de donner les faits. Pour tout régime. Mais il a dit d'ailleurs, nous devons nous dépasser, voilà. arriver à vaincre la tentation du pouvoir absolu. Tout à fait. Ce sont des antivaleurs que nous ne devrons pas continuer à accepter. Vous savez, on avait vécu l'époque de Vital Kamerhe et Joseph Kabila, quand Vital Kamerhe s'était permis de dire que vous faites entrer des troupes étrangères au pays sans que le Parlement n'en soit informé. Et ça a coûté le poste. On a vu les Francis Kalombo qui, aujourd'hui, passent au micro pour dire que Kabila était dictateur. Ce sont eux qui sont montés au créneau. À l'époque, commençaient à savonner Vital Kamerhe, qui était une deuxième personnalité, et qu'en réalité, en ce moment-là, lui n'avait pas tort. C'est ce que disent les lois de la République. Aujourd'hui, ça a été le même problème. Vital Kamerhe a fini par avoir raison sur Tshisekedi. Vous allez signer des accords, mais sans pour autant informer le Parlement. Aujourd'hui, Tshisekedi accepte, Vital Kamerhe l'a annoncé, qu'il y aura une plénière où ils vont débattre sur tous les accords ou les projets qui devraient être signés, là où ça se négocie. Ça voudrait dire que il y a eu, au-delà de ces deux acteurs majeurs, la classe politique congolaise est caractérisée par l'hypocrisie et la flatterie. Et c'est dans ce lot-là, ces mauvais esprits-là, qui font qu'ils poussent même les chefs à commettre beaucoup d'erreurs. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi aussi paye le prix. Parce qu'il a laissé les mêmes acteurs qui ont noyé Joseph Kabila venir autour de lui, commencer à imprégner sa gouvernance des mêmes antivaleurs. Aujourd'hui, il y a des intouchables dans ce pays. Et dans tout ce dont Kabila a été accusé, la gouvernance, la dictature, et j'en passe, quelle pourrait donc être la nouvelle approche ou la nouvelle vision ou offre qu'il veut proposer aux Congolais? Bon, je crois que... avez-vous pu saisir quelque chose dans le 12 propositions qu'il a pu donner? Y a-t-il du renouveau dans ce qu'il veut? Parce qu'il veut être un acteur important, un artisan de la paix, un acteur de la résolution de la crise. Il n'y a rien de nouveau dans ce qu'il dit, mais tout ce qu'il a dit là, comme c'est déjà entendu, mais ce sont des choses de valeur. Et comment on va y procéder avec les mêmes acteurs? Non, écoutez, parce que vous avez parlé des acteurs majeurs et la solution qui passe par eux, Kabila Tshisekedi. Comment
jongler et comment vaincre cette tentation de pérenniser les mêmes acteurs, les mêmes valeurs, les mêmes pratiques. Hier, c'était Kabila, avec des valeurs que nous connaissons. Et aujourd'hui, c'est Tshisekedi qui semble perpétuer les mêmes valeurs, les mêmes pratiques. C'est ça le plus grand malheur de Félix Tshisekedi, parce que sous Félix Tshisekedi, je pense, à mon humble avis, on n'aurait pas vécu les mêmes comportements qu'on aurait décriés. Il n'avait qu'une seule option, c'est faire mieux, corriger. On ne devrait pas vivre des intouchables sous Félix Tshisekedi, étant donné qu'il est chantre de l'établissement d'un état de droit, qui est le projet phare porté par les pères de l'UDPS sous toute cette grande opposition. Ça voudrait dire que tout le monde est en dessous des lois. Et aujourd'hui, ça n'est pas le cas. C'est là où, c'est-à-dire, la déception serait plus grande sous Félix Tshisekedi que sous Joseph Kabila. Pourquoi je le dis? Quand Joseph Kabila arrive avec l'AFDEL, où il prend par la suite du décès de son père, ils avaient un autre projet de société qui n'est pas celui de l'UDPS. De tout ce temps, tout Congolais savait que l'UDPS, une fois arrivé au pouvoir, l'état de droit sera une réalité. C'est d'où serait venue cette grande déception. J'ai suivi l'un des grands chantres de ce régime, le pasteur Paul Mukendi, dire clairement que nous sommes déçus de cette gestion. Ça voudrait dire, là où les gens ne s'y attendaient pas, c'était encore mieux que nous vivions cela sous Joseph Kabila, parce que c'est un militaire, il est venu d'un pouvoir militaire, que de la personne née dans le moule de la démocratie. Vous comprenez? Là, c'est ça tout le choc qu'il y a. C'est ça tout le choc. C'est comme, qui dirait, des crimes ou des fautes commises par un juriste de formation et de profession, que, par exemple, un ingénieur. L'ingénieur a la facilité de dire que moi, je ne sais même pas que ce serait une infraction. Mais alors que toi qui es juriste, c'est un peu ça qui est très choquant. C'est tout simplement le fait que Félix Tshisekedi a droit pas à trop d'excuses du fait seulement de son origine ou de l'origine du combat qui était porté non seulement par l'UDPS mais par toute l'opposition qui avait accompagné l'UDPS pendant 37 ans. Et les 12 propositions, Kabila le donne en qualité de qui? En tant qu'ancien président de la République, en tant que sénateur à vie ou en tant que quelqu'un qui veut revenir dans le jeu? Non, mais moi je trouve que c'est très important que lui, en tant que le tout premier président honoraire, non seulement en vie, mais qui serait parti du pouvoir démocratiquement. C'est-à-dire au terme de la Constitution. Il a épuisé son deuxième et dernier mandat constitutionnel. Il quitte le pouvoir. C'est déjà une richesse pour le Congo. Le reste, vous savez, j'ai toujours dit que l'un des très grands acquis, c'est le cycle électoral. Nous devons le préserver, le conserver. Améliorer la qualité de nos élections, ça c'est une obligation, mais à venir. Mais on ne doit pas tout perdre. C'est-à-dire, arrêter avec le cycle électoral, là on reviendrait à quoi? Donc Joseph Kabila, en tant que quelqu'un qui a dirigé ce pays pendant 18 ans, il a vu comment le pays était occupé, et sous lui, comment le pays était redevenu unifié. Donc, il a quand même une idée et il sait comment les différents pays, et sur le plan mondial, négocient les choses. Qu'est-ce que la souveraineté et la démocratie représentent aux yeux de tous ces gens? Donc, vous voulez dire ici que Kabila garde encore toutes ses cartes à main? Parce que quand il dit mettre fin à la dictature, que comprenez-vous de cela? Mettre fin à la guerre et toutes les autres propositions, comment s'y prendre? Bon, mettre fin à la dictature, ça ne voudrait pas implicitement dire que mettre fin au règne, au mandat de Félix Tshisekedi. C'est-à-dire, s'il y a une dictature, la dictature, c'est dès lorsque le tout ne se passe plus conformément
au règlement ou aux lois du pays et que ça devenait maintenant par la volonté, comme on dit en lingala, c'est que dit les chefs, maintenant, c'est au-dessus des lois. Ça devient une dictature. Alors, mettre fin à cela, c'est-à-dire les Congolais peuvent se réunir pour dire que, écoutez, Monsieur le Président, nous voulons bien que vous terminiez votre mandat et que vous vous en alliez. Comme ça, on a un deuxième sénateur à vie, un deuxième président honoraire. Ça fait encore augmenter la richesse sur les ressources humaines congolaises, qui est le capital humain. Et il propose ça après être revenu sur son serment militaire. Il parle de mettre fin à la dictature, mettre fin à la guerre, et puis réconcilier le Congolais entre eux, ça vient juste après. Comment mettre fin à la guerre sans être unis ou sans réconcilier le Congolais ou restaurer l'autorité de l'État? Ça vient en second plan. Mais le premier point, mettre fin à la dictature. Évidemment, toute dictature a toujours fait des mécontents dans le monde. Souvenez-vous que la Belgique, pour la première fois, qu'elle ait voté cette histoire qu'aujourd'hui on utilise même dans notre Parlement, les fonds secrets, c'était en 1960, où la Belgique avait voté pour la première fois un budget de 7 millions de dollars à l'époque, avec pour mission acheter tous les mécontents de Lumumba, dans le souci de maîtriser Lumumba. Ça voudrait dire que toute dictature produit conséquemment des mécontents qui finalement risqueraient d'être unis par le sort. Quel sort? Je suis victime de cette dictature. On recherche l'instinct de survie. Tu es victime de cette dictature, ça devient notre dénominateur commun. Alors pour éviter qu'il y ait chaque fois des mécontents qui vont aller dans tous sens, il y en a qui vont peut-être aller dans la lutte armée, d'autres ne serait-ce que dans la lutte non armée, mais contre le même régime, à cause de quoi? La dictature en a fait des mécontents. D'où, c'est aussi intelligent. Quand on stoppe la dictature, c'est question maintenant de voir, selon lui, quelle est sa perception? Qu'est-ce qui lui fait dire qu'il y a une dictature ici? Je l'ai entendu dire que, voilà, il y a... Il en a donné le point. Oui, c'est ce que je voulais expliquer. Il parle du fait que il y a les swahiliphones qui seraient trop pas attaqués, si pas arrêtés. Il a fait allusion à ça. Moi, je crois que tout ça là, ça doit faire l'objet d'un... Parce que les Congolais doivent se retrouver. Qu'est-ce qui a fait que nous puissions revenir sur ce qui nous avait divisés par ailleurs? Tabombeki en a parlé également. Je l'ai suivi. Et même interpellé. Et quand déjà, cette histoire-là... C'est assez saisir. Et quand ce genre de situation dépasse les frontières congolaises, c'est ça la conséquence de la question, ce que vous aviez soulevé ici. Les autres ont quel regard par rapport à la RDC? Parce que la RDC, c'est un pays un peu extraordinaire. Franz Fanon l'avait dit. L'Afrique a la forme d'un revolver, dont la gâchette, c'est le Congo. Regardez c'est toute cette dynamique. Les États-Unis, il y a Doha qui embrouille les choses. Et encore que le Doha, c'est un pilier du Rwanda. Les Congolais doivent retenir ça. Et le même Doha qui a soudoyé, je dirais, Trump. et maintenant, ça peut peser dans la balance pour dire à l'autre, non, écoutez, soyez aussi un peu doux, parce que j'ai beaucoup d'intérêt là-bas. Allez, maintenant après son discours, Kabila est annoncé à Goma, où il y est déjà. Selon certaines informations, à ce moment, il réunirait des comités locaux responsables de la société civile, même les acteurs politiques pour des perspectives à prendre ensemble. Il consulte à Goma. Est-ce qu'enfin tout ceci ne confirme pas ou ne confirmerait pas tous les soupçons qui pesaient sur lui depuis longtemps? Je crois qu'il sera aussi un peu aberrant de tout rejeter, parce que maintenant, ce n'est pas le fait du hasard. Il n'est pas tombé comme un cheveu dans la soupe à Goma.
Goma est entre les mains de l'AFC M23. Ça voudrait dire une si grande personnalité importante que Joseph Kabila, président honoraire, pour atterrir à Goma, il faut qu'au préalable, qu'il ait pris langue avec les maîtres de Goma. Sinon, comment il va arriver là-bas? Ce n'est pas en arrivant là-bas qu'il va commencer maintenant à s'exprimer que je viens d'atterrir, je suis venu pour ça ou pour ceci ou cela. Non, ça c'est tout à fait logique. Et la MONUSCO qui a mis à sa disposition pour sa sécurité l'unité spécialisée, ça s'est fait automatiquement où il y a eu déjà des pourparlers avant que lui n'arrive à Goma. C'est-à-dire il y a eu des pourparlers, il y a eu un protocole. Et que la MONUSCO à Goma n'a pas agi toute seule, elle en aura informé, les hautes instances, notamment le secrétaire général des Nations Unies. C'est dans tout cela qu'il faille comprendre que Joseph Kabila, il y a lieu de constater qu'il serait peut-être un arbre qui cacherait la forêt. Derrière ça, en face de Félix Tshisekedi. Parce que regardez. Et le régime ou le gouvernement congolais aurait bien agi en anticipant les choses. Mais vous allez anticiper là où vous n'avez pas d'alliés. La difficulté qu'a le régime de Kinshasa, c'est qu'en réalité, nous n'avons pas d'alliés. Et dans ce contexte-là, c'est très difficile. Si Israël est en train de faire tout ce qu'ils font là, ils ont un allié. Les États-Unis. Oui, et même la France. Quand Benjamin Netanyahou arrive en France, la France dit niet au mandat d'arrêt international lancé par la CPI contre Benjamin. Vous comprenez? Donc ces gens-là, ce n'est que devant nous les faibles qu'ils parlent de souveraineté ou de démocratie. Mais eux, devant leurs intérêts, ils s'en foutent des vies humaines, devant leurs intérêts. On est en train de raser Gaza, de raser Palestine. Et Trump, il a même dit, je vais tout donner à Netanyahou pour qu'il fasse le job. Mais quel job? Alors moi, je me pose, comme Kabila réunit les gens, consulte les différentes classes sociales, quel langage, par exemple, tiendrait-il devant le rebelle du M23, l'armée rwandaise, sur notre territoire? Qu'est-ce qu'il leur dirait, par exemple? Ce mouvement rebelle qui a pris en otage ou qui a pris le contrôle de différentes villes, ça fait plus de 100 jours. Eh bien, qu'est-ce qu'il leur dirait? Vos revendications sont légitimes, vous devez libérer les territoires et voir dans quelle perspective on peut améliorer, repenser les conditions de vie des compatriotes. Parce qu'il faut noter que c'est un lourd tribut qui paye nos compatriotes qui sont dans ces villes précitées. Je crois qu'à l'une de ses précédentes interventions médiatiques, Joseph Kabila en a fait allusion sur les revendications du M23, lesquelles a qualifié que pour lui, il fallait que l'on y prête attention. Et on a vu la suite. Finalement, les M23 étaient conviés à Doha sur les tables de négociation. Il avait dit. Et il est allé même plus loin, demandant les troupes des armées étrangères. Et pourquoi toujours prendre parti des agresseurs, prendre parti des rebelles, et jamais du pouvoir. Mais c'est ça, nous sommes en train de comprendre que quelque part, ce n'est pas le fait du hasard. Donc, il confirmerait lui-même par cet instant que son histoire avec le M23 ne date pas seulement de son arrivée à Goma. Parce que ce n'est pas possible que ça soit automatique. J'étais en train de dire ici que ceux qui se considèrent être des mécontents du régime actuel, coalisent. Voilà, ils vont se coaliser. Je crois que c'est toute cette logique-là. Qu'il va là-bas, c'est dans le même optique de se dire, nous avons un ennemi commun. Donc, le régime a intérêt de ne pas créer davantage d'ennemis. Parce que celui que vous repoussez, des poursuites contre Matata, tous ces gens-là risquent de trouver un instinct de survie et faire peut-être... bon, c'est que je n'ai pas envie de dire ici. Je pense que dans les thématiques proposées, il y a la situation qui prévaut actuellement autour du ministre de la Justice. Vous savez... Et il a défié le procureur près la Cour de cassation, Firmin Vondé. Jusqu'où ira cette guerre? Je pense que Félix Tshisekedi n'a pas intérêt
à laisser pourrir de telles situations. Que Moutamba soit un de ces hommes de confiance, eh bien, les faits sont là. Si Moutamba est innocent, il n'a qu'à aller prouver son innocence à l'endroit indiqué. Qu'il soit jugé, c'est que le bon de faire droit. des meetings, commencer à recourir à la masse populaire, laquelle la masse n'est constituée que des personnes qui ne réfléchissent pas par eux-mêmes. C'est comme ça qu'on manipule, on recourt à la masse pour fuir le vrai débat. Vous sortez l'argent destiné à l'indemnisation des victimes. Et vous voulez faire comprendre à la population qu'une prison vaut plus que la vie de ceux qui ont été fauchés et ceux qui en ont souffert, des orphelins. Donc pour vous, valait mieux prendre cet argent, construire une prison et abandonner les victimes de cette guerre-là, dont même un cimetière est érigé. Mais c'est une insulte. Et un monsieur pareil ne mérite pas considération parce qu'il n'a pas pitié de la vie des citoyens congolais. Et il dit qu'il n'a pas peur de la prison, ni Mais s'il n'a pas peur, ni de la justice. Il s'attaque vivement à ce groupe de mafieux. Il s'agit de qui? Écoutez, le procureur général près la Cour de cassation a saisi le Parlement pour obtenir l'autorisation d'engager des poursuites contre Moutamba. Ce n'est pas une première. Nous l'avions suffisamment dit. Léon Kengo Wadondo, procureur général d'alors, mais avait arrêté le ministre de la Justice en fonction, le professeur Mampouya. Que Moutamba aille se défendre, ce sera un bel exemple. À qui ça profite, cette situation? Il dit de ne pas vouloir démissionner, malgré toute cette pression. Bon, moi je crois que je l'ai dit, hein, Félix Tshisekedi a tout intérêt de ne pas laisser encore une fois des preuves que les antivaleurs, autant décriés, entre autres, les hommes au-dessus des lois, des intouchables, regardez son arrogance. Il a humilié son chef de gouvernement publiquement. Aucune sanction. Mais alors, quel serait le goût de ce genre de gouvernance? Moutamba, il devient maintenant très arrogant au-dessus des lois de la République. Donc lui ne peut pas être atteint par la justice. Vital Kamerhe est passé par là. Or, de tous ces gens ici, l'unique allié de Félix, c'est Vital Kamerhe, souvenez-vous. Quand tout le monde avait jeté Félix dehors, c'est l'unique Vital Kamerhe qui est allé en alliance avec lui. Moutamba, c'est un produit de Joseph Kabila. Même son accoutrement, il a pris de Joseph Kabila. Il a même dit que Kabila était toute une philosophie. C'est Moutamba qui le disait. Mais aujourd'hui... Et quand est-ce qu'on abandonne cette philosophie pour... C'est pourquoi le malheur de Félix est d'accepter tous les hypocrites qui sont en train de se battre pour le convaincre que nous ne sommes plus avec Kabila, nous sommes avec toi. Or, c'est un mensonge. Ces gens-là vont le renier d'ici 2 ans. Merci beaucoup. Apprenez que tout flatteur vit au dépens. C'est lui qui l'écoute. Là, c'est la sagesse de Jean Lafontaine. Tout à fait. Pour tout politique sérieux, il est important de vérifier. Parfois, les fables de Jean Lafontaine. Merci d'être passé. Henri Chimbalanga, les temps nous pressent. On n'a pas eu le temps d'aborder tous les grands sujets. Mais vous êtes le consultant permanent. Merci de vos analyses et de votre temps. À toutes et à tous qui nous avez regardés. Nous vous retrouvons très très vite avec la même dose de plaisir. À son temps, Kabila avait rappelé cette sagesse, je l'ai redit, on a donc intérêt de nous mettre ensemble et de sauver le meuble. Merci.